Nous revenons à la réalité de ce plateau et continuons notre voyage. Nous allons commencer avec l'ambassadeur Mariam Mohamed Nour, parce que c'est un titre qu'on le porte à vie, quelque part. Madame, vous faites votre entrée dans la vie active en 87 à la CECADEV, une ONG de développement rural intégré, dans laquelle vous étiez recrutée en tant qu'assistante du directeur général. Vous avez travaillé pendant 2 ans et vous affirmez que ces 2 années étaient très instructives et qu'ils vous ont vraiment outillé. Racontez-nous cette expérience. Merci beaucoup, Adam. Effectivement, j'ai démarré ma carrière en 1987 dans une ONG qui s'appelle CECADEV, Secours catholique et développement. Et le promoteur de cette ONG, qui en était le directeur général, c'était le père Pierre Faure, paix à son âme. Et donc, il nous a inculqué vraiment des valeurs et une discipline impeccable qui m'ont beaucoup servi dans la vie. D'abord, chaque jour, il faut venir à 7h30 du matin, il faut être au bureau. Qu'il pleuve ou quelles que soient les circonstances, il faut être là. Et j'habitais heureusement Mardiane Dafak et le siège de CECADEV était au Béguinage, collé à l'école Béguinage. Eh bien, quand il pleut, qu'est-ce que je fais? Je porte des tapettes, je prends mes chaussures dans un sac et je viens, quand j'entre au bureau, donc je change de chaussures. Après, j'étais donc son assistante, rédactrice des projets et plus tard chargée de la cellule de réflexion, suivi et évaluation des projets. Donc, on allait dans les villages. Et quand le père Faure dit qu'on quitte à 4h du matin, à 4h moins 5, il est devant la maison et je suis tenue de sortir. Et on faisait dans la journée, bon, c'est des villages alentours, on peut faire jusqu'à 10 villages par jour. Et c'est moi qui devais faire le compte rendu de toutes ces rencontres. Alors cela m'a amené plus tard à chercher toujours à voir les projets sur le terrain, qu'est-ce qui se passe exactement. Ne pas me contenter des rapports écrits. Au bureau. Ensuite, il a ce qu'on appelait à l'époque conseil de direction. Donc chaque semaine, tous les samedis, donc on avait le conseil de direction. On faisait le point sur nos projets et qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui suit et quel constat donc, on a tiré de la semaine passée. Et ainsi de suite. Donc ce système, je l'ai instauré aussi plus tard dans l'administration publique partout où j'étais. Donc je tenais des conseils de direction parce que ça ne sert à rien de rester seul quelque part et de prendre des décisions seul. Non. Il faut toujours un travail d'équipe et il faut consulter les autres pour pouvoir être capable de prendre de bonnes décisions. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment aidé donc dans les 2 années que j'ai passées au CECADEV. Madame, en 89, vous avez été nommée directrice de la planification, du développement et de la reconstruction au ministère du Plan et de la Coopération. Beaucoup se souviennent encore de vous. À l'époque, une jeune femme extrêmement brillante, très belle. Vous êtes encore, machallah, aujourd'hui. Très éloquente. Quel souvenir gardez-vous de ces passages? J'étais une des rares personnes, des rares cadres à être nommée directrice sans être fonctionnaire. Parce que je n'ai jamais été fonctionnaire jusqu'à aujourd'hui. C'était mon choix. Et j'ai été nommée directrice après un long examen de passage. C'était au temps du président Hissène Habré. D'abord 1 an d'enquête de moralité. Ensuite, j'ai été interrogée par le ministre secrétaire général du gouvernement, c'était Feu Sidi Seboumi, paix à son âme, qui m'a interrogé pendant 2 heures de temps. Il m'a demandé même de lui apporter mon mémoire de DEA. Je l'ai apporté, il feuilletait les mémoires, il posait des questions sur les mémoires. Donc c'était pour vérifier, j'ai compris que c'était pour vérifier si réellement c'est moi qui ai écrit les mémoires ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour moi. Eh bien, donc, les souvenirs que je garde, d'abord j'ai eu un excellent ministre dès le départ qui m'a mis à l'aise, c'était Feu Soumaïla Mahamat. Moi j'avais 33 ans, il avait également 33 ans. C'était un brillant ministre. Dès que je suis arrivée, il m'a dit « Mariam, on a le même âge, pas de protocole entre nous, donc tu viens avec tes dossiers à n'importe quel moment, tu peux entrer. » Et alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette direction? Quand j'ai instauré le conseil de direction,
les cadres m'ont dit que j'ai pris les décrets qui fixent les attributions de la direction. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que je n'ai pas eu de passation de service. Celui que j'ai remplacé n'a pas voulu me faire une passation de service parce qu'il s'était senti frustré d'être remplacé par une femme. Donc, il a fallu que moi-même, j'apprenne le travail donc, avec les autres. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là par rapport à nos attributions? Vous faites ça? Non. Vous faites ça? Non. Vous faites ça? Non. Mais qu'est-ce que vous faites finalement? Non, 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 le ministre nous a dépouillés de toutes nos attributions. Il les a confiées à un projet, le projet appui à la planification du PNUD, et c'est un blanc qui gère en fait les affaires de notre direction. Alors, je suis allé voir le ministre. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, il semble que vous avez pris nos attributions. Je suis venu les réclamer. Il a dit, bon, vous savez, ceux qui sont dans cette direction sont tous des nuls, donc vous ne pouvez rien tirer de bon. J'ai dit, on va voir, donnez-nous nos attributions pendant 1 mois et vous allez voir si on est capable. Si on n'est pas capable, vous reprenez les attributions. Eh bien, c'était comme ça. Et puis, j'ai dit aussi à mon collaborateur que si je suis là, à ce poste-là, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente qu'eux, que je suis plus bagagée qu'eux, que c'est le bon Dieu qui a décidé. Et une main ne peut jamais se laver seule, donc c'est les 2 mains qui peuvent se laver ensemble. Donc, je n'ai pas de complexe de supériorité par rapport à eux, ni de complexe d'infériorité. Donc, il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un travail d'équipe. Eh bien, on a pu, alhamdoulilah, relever les défis. Et voilà. Vous devrez être dans le vol DC-10 de l'UTA, dans lequel vos collègues, notamment le ministre de l'époque, Soumaïla Mahamat, et Ali Abakar, votre collègue directeur de la programmation, ont trouvé la mort. Vous relatez avec précision ces faits dans votre livre. Vous pouvez en partager un peu avec nous? Oui, effectivement. C'est-à-dire, c'est là où j'avais dit que le destin a mis sa main. Parce que vous savez, notre destin est tracé, comme on le dit dans l'Oh al-Mahfouz. Et donc, le fait ministre Soumaïla devait aller aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Eh bien, il m'a mis dans sa délégation, donc je devais l'accompagner. Et il y avait d'autres membres de la délégation. Et puis, presque à moins de 2 mois de l'événement, il y avait le secrétaire exécutif du SILS, qui s'appelait à l'époque Brahma Aman, c'était un Nigérien, qui était venu et j'assistais toujours aux audiences du ministre. Et il lui a dit, bon, il faut que vous me donnez un de vos directeurs pour aller préparer la réunion des ministres du plan du SILS sur l'étude prospective, les Sahel face au futur. Et le ministre a dit, bon, dans ces cas, ça ne peut être que la directrice de la planification. Et donc, il m'a enlevé de la délégation qui devait aller à Washington et m'a remplacé par mon collègue, Ali Abakar Midallal, paix à son âme. Et c'était ainsi que je n'étais pas dans ce vol-là. Et le matin, quand il y a eu vraiment la catastrophe, j'avais mon cousin Al-Habou Aziber avec mon beau-frère Hassan Adahie qui sont venus en catastrophe le matin. Mariam, est-ce que Mariam est là? Mariam est là. Et j'étais sortie, elle dit, alhamdoulilah. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah, l'avion qui est parti là, que tu devais prendre, il s'est écrasé dans le désert du Ténéré. Et bien donc, voilà, c'était comme ça. Et c'était vraiment très, très émouvant à l'époque. J'en garde toujours le cœur serré. Merci. Dans votre livre, il y a un passage sur le mariage collectif. Le mariage collectif, d'ailleurs, qui communément on l'appelle Amchilini. C'est ça le terme. Ça se passe comment, le mariage Amchilini là? Je parle sous le contrôle de mes mamans. C'est elles qui m'ont aussi donné beaucoup d'informations par rapport à ces pratiques-là de notre culture. Donc, c'était... C'était à Bokoro. Moi, j'ai fait mon école primaire à Bokoro et donc ma première enfance à Bokoro. Eh bien, on organisait les mariages collectifs en Chilini, c'est-à-dire on fait venir toutes les femmes veuves ou divorcées qui sont dans le village et on fait venir aussi les hommes. Et on demande aux femmes de choisir un mari parmi les hommes qui sont présents. Donc, prioritairement, c'est d'abord les hommes célibataires.
Et maintenant, si tous les hommes célibataires sont pris, la femme peut choisir aussi un homme marié. S'il n'a pas 4 femmes, puisqu'on était dans une société musulmane. Et celui qui ne veut pas prendre la femme pour une raison ou une autre, il est tenu de lui donner un cadeau. Et là, donc, c'est une pratique qui veut qu'il y ait un équilibre dans les villages. Qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes qui puissent vagabonder ou bien qu'il y ait de mauvaises mœurs dans les villages. Et j'ai lu récemment que ça s'est pratiqué à... Effectivement. Voilà, Effectivement, nous voudrons revenir à cela. J'ai lu ça à Mangalmé ou bien... Voilà, j'ai lu ça. Donc ça veut dire que ça se pratique toujours dans nos villages. Parce que dans les villages, il y a nos us et nos coutumes qui sont respectés, les valeurs sont respectées. C'est-à-dire, dans la pratique d'Amchilini, il faut que Bine Sabia Mafia, c'est ça? Non, non, pour les jeunes filles, elles ne sont pas... Ça ne les concerne pas. C'est surtout les femmes qui sont divorcées et veuves. En quelque sorte. Aussi. En quelque sorte. Mais les jeunes femmes, parce que les mariages dans les villages, c'est très tôt. Hein? Ouais. C'est très tôt, 13, 14 ans. À cet âge-là, la fille doit se marier. Et même les hommes, c'est juste à 17 ans même, les hommes peuvent être mariés. Donc c'est surtout les femmes veuves et divorcées. Et pour la petite anecdote, si vous avez écouté les chansons de Moussa Choufer, il parle beaucoup. Anina Dina, Marazena, Anina Dina. Donc eux, les griots à l'époque, bon, c'est pas des griots, c'est plus qu'un griot, hein. C'est des artistes. Donc quand ils viennent dans un village, exprès ils descendent chez une femme qui est divorcée ou veuve. Et donc ils l'étudient. Donc si c'est une femme qui est bien, qu'ils trouvent qu'elle est généreuse, qu'elle est en tout cas Inda Hikma, je ne sais pas comment on dit ça en français, et tout ça, donc ils chantent ses louanges. Et là, les hommes peuvent entendre, et donc ça peut l'aider à trouver un mari. Mais si la femme, elle est Khamba, etc., là aussi il dit Amriel Taïsaïl, etc., et tout ça, si c'est une mauvaise femme, là aussi il écrit sur tous les toits. Et donc là, ça peut aussi amener la femme à changer. Et donc voilà un peu la vie dans les villages, comment ça se passe, et il y a cet équilibre-là qui est recherché tout le temps. Vous parlez dans votre livre, il y a un passage sur votre mariage, que vous étiez très jeune à l'époque. Et aujourd'hui, quel est votre regard, par exemple, par rapport au mariage de nos jours? C'est quoi la différence et qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport au mariage? Très bien. Le mariage, donc d'abord avec mon mari qui est ici présent, Massale Adam, qui est aussi mon cousin. Quand mon père a décidé de me donner à mon Massale son neveu, lui il avait 15 ans, moi j'avais 10 ans. Donc lui, on lui a demandé, mon Massale, est-ce que tu veux prendre Mariam? Et il a accepté. Mais moi, on ne m'a pas demandé. Donc après, il y a eu les mariages religieux, Fatia, quand j'avais 14 ans. Et puis après, mon père, qui était un chef religieux et un chef traditionnel, donc voulait quand même que je sois lettré. Bon, quand même qu'au départ, c'était difficile qu'il accepte de m'inscrire à l'école. Et donc, il a dit qu'il va me laisser faire le BPC avant que je regagne mon foyer. Et donc, c'est à l'âge de 16 ans, les jours où les résultats du BPC étaient affichés, c'était ce jour-là qu'on m'a amené dans mon foyer. Et c'est en étant dans mon foyer que j'ai fait mes études. Et donc, notre mariage à l'époque, c'était très simple. C'était très simple. Il y avait 8 pièces d'or et 40 000 francs. Donc, c'était ça. Et quand on m'a amené chez mon mari, donc il avait 21 ans, donc, et il vivait dans sa famille. Et donc, c'est la famille qui nous prenait en charge. Et nous, on trouve ça normal. Et comme j'étais notre maison avait beaucoup de garçons célibataires, hein, qui sont venus d'Abéché d'un peu partout, donc qui étudient ici et qui étaient à la maison. Et donc, j'étais la seule épouse, leur épouse. Hein, j'étais l'épouse de la dizaine de garçons qui étaient là. Et donc, je suis tenue de faire la cuisine. Je me lève à 5 h du matin, je fais le petit déjeuner et je vais au lycée Félix Eboué à pied, donc de Mardian Dafak.
Je reviens, je fais le déjeuner et le soir je fais les dîners et je dois étudier en même temps. Et donc, c'était comme ça. Et les mariages maintenant, je trouve que c'est beaucoup basé sur le matériel. Ce n'est pas le matériel qui fait vivre. Donc je vous disais que nous, on était pris en charge par la famille, qui était ma famille aussi, la famille de Maman Sall, sa grand-mère exactement. Après, quand il est allé faire ses études, qu'il m'a laissé pendant 4 ans dans la famille, il a commencé à m'envoyer 35 000 francs sur sa bourse. Qui était de 35 000 francs, il m'envoyait 10 000, quelque chose comme ça. Moi, j'ai dit non. Je lui ai écrit, je lui ai dit, tu ne m'envoies rien. Moi, je suis là dans la famille, je mange, je bois, je me lave, donc je n'ai besoin de rien. Eh bien, à cette époque-là, moi, je peux passer 1 mois sans avoir même 100 francs. Mais j'étais contente de ça, j'étais contente de ma condition. Eh bien, maintenant, tout est basé sur le matériel. Il faut ça déjà au mariage. Donc, on exige beaucoup d'argent, beaucoup de biens, de l'or, beaucoup d'or, etc. Et après, dans le foyer aussi, il y a beaucoup d'exigences matérielles. Or, ce n'est pas ça, le fondement des foyers. Ce n'est pas ça qui peut causer la réussite des mariages. D'autres disent qu'il faut, même après plusieurs années de mariage, pour la femme, elle doit continuer à conquérir son mari. Pour vous, quelles sont vos armes? Je peux dire, comme le dit la question ici, je suis un peu gêné, comme dit la question, vos armes de séduction, à coup sûr, pour que tonton n'en prenne pas une deuxième femme. D'abord, il faut se conserver. Il faut savoir se conserver. Il faut tenir le foyer propre. Il faut, parce que nos mamans nous ont dit que pour tenir un homme, le foyer, il faut bien le tenir dans la propreté, la nourriture. Il faut que l'homme mange bien et les belles paroles. Il ne faut pas dire des paroles déplacées, inti dalfoga, inti filani, filani, tout ça, non, c'est pas ça. Eh bien, donc, c'est ça, en fait, notre secret. Donc, il faut toujours faire comme si on est encore jeune, quoi. En quoi, tonton, il est si spécial, hein? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes très contente de partager votre vie avec lui? D'abord, c'est un époux en or. C'est un époux en or parce qu'il m'a soutenu. Je vous ai dit que mon papa voulait m'amener jusqu'au BPC. Eh bien, une fois que j'étais mariée, je voulais devenir secrétaire ou bien sage-femme. Donc, à l'époque, j'ai eu mon BPC en 72, donc. Et c'est lui qui m'a dit non, 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 tu dois continuer les études. Après le BPC, tu dois faire ton bac et faire des études supérieures. Et après, quand j'ai eu le bac aussi, j'ai voulu faire l'école de Libreville, IAI. On était donc en terminale C, on était 2 filles en 77 quand on a eu le bac. Et on était admises première au concours d'entrée à l'IAI, l'école d'informatique de Libreville. Eh bien, mon mari qui était déjà parti en France pour faire ses études, il m'a écrit, il m'a dit non, tu ne vas pas dans cette école-là parce que tu vas sortir seulement analyste programmeur, bac plus 3. Donc, tu dois continuer pour sortir ingénieur. Si tu veux être informaticienne, alors tu vas aller faire des études où tu peux devenir ingénieur. Donc, il m'a toujours vraiment soutenu donc, dans mes études. Et puis, plus tard, dans mon travail aussi. Bien sûr, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas, et puis parfois, il y a des amis aussi qui poussent. Ah, ta femme, elle est ceci, c'est là, etc. Mais lui, toujours, pour la petite histoire, on s'est séparés pendant 18 mois. Hein? parce que les amis étaient entrés, et par la suite, il a compris que c'était des jaloux, en fait. C'était des jaloux qui ne veulent pas... J'étais déjà ministre, hein? Donc c'était des jaloux qui ne voulaient pas le voir réussir sa vie et puis lui avoir une femme qui devient ministre, tout ça. Donc il l'a compris. Quand on est revenu ensemble, donc, on est resté là maintenant sans aucune histoire. Machallah. Madame Mariam Mohamed Nour, la production d'Eau Positive a voulu vous faire un cadeau pour vos 50 ans de mariage que vous avez fêté il y a 1 mois.
vous et votre mari aviez construit une famille où règne l'amour, l'entente, le soutien et surtout l'implication réciproque et commun pour un projet de vie commune. Ah, wow. Elles sont fraîches en plus, hein. C'est la première fois que je vois à N'Djamena des roses fraîches. Voilà, c'est un bouquet. Venir... Oui, il pourra venir, tonton, vous pouvez venir. C'est des roses, c'est des roses toutes fraîches. C'est des roses toutes fraîches, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton, merci. Il n'y a pas une vase qui va avec?